Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 4 novembre 2022. Cette semaine, pas mal de monde pour vous. En commençant par mes invités, on va parler à une pentesteur, une hacker spécialisée dans les tests d'intrusion qui travaille avec les entreprises et non pas contre les entreprises. On va aller prendre des nouvelles de Google Montréal qui vient de déménager dans plus grand pour encore croître. On va parler avec Claire Bourget de Net Tendance qui nous confirme que presque un quart des Québécois ont acheté ou vendu des crypto-monnaies et on va parler également avec Rémi Aboussoane du différend qui oppose le gouvernement canadien et Meta. Également au sommaire de cette édition, mes collègues Thierry Weber qui nous propose d'aller coucher chez des gens sur leur terrain, grâce à une application de Van Lifer. Luc Dupont s'intéresse à Twitter et la publicité. Stéphane Rico, lui, s'intéresse à TikTok. Et Jean-François Poulain, du Web Summit de Lisbonne, nous partage une rencontre avec un artiste numérique qu'il a rencontré au Festival Kick de Namur. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Daniel Pelletier, Jack Roy, Sarah Achard, Guy Brouillette et Lise Berthiaume. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Bon, alors commençons par Twitter pour cette revue de l'actualité. En bref, actualité numérique. Je pourrais passer l'émission sur le sujet, mais je vais me restreindre à 2 informations sur le sujet. D'abord, Elon Musk l'a confirmé, l'abonnement à Twitter Blue, aujourd'hui disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, va passer de 3 $ à 8 $ américains, mais viendra avec la certification du compte de l'usager. De plus, Twitter Blue devrait voir le nombre de ses fonctionnalités augmentées. Aujourd'hui, à part de permettre l'édition d'un tweet pendant les 30 premières minutes de sa publication et de personnaliser un peu l'interface, il n'y a pas vraiment rien de spécial qui est offert aux abonnés de Twitter Blue. Mais Elon Musk a passé la commande aux équipes de Twitter de bonifier le forfait payant de Twitter. L'autre commande passée par Elon Musk à ses troupes, c'est la création d'un système de paiement pour visionner de la vidéo sur Twitter. C'est le Washington Post qui a mis la main sur un courriel interne qui indique que bientôt, il sera possible de monétiser une vidéo sur Twitter. C'est à croire que la plateforme de Musk se préparerait à concurrencer OnlyFans. Un dossier à suivre. Si vous trouviez, comme moi, que Google était plutôt impressionnant avec son offre de services en plus de 130 langues aujourd'hui, préparez-vous à une grosse surprise. Google a annoncé cette semaine vouloir desservir les locuteurs des 1000 langues les plus parlées au monde. Il faut savoir que dans le monde, il y aurait 7000 langues, mais là, on passerait de 130 langues à 1000 langues. Pour illustrer l'importance de cette nouvelle étape, Google utilise l'exemple d'un internaute africain qui parlerait le Wolof, une langue particulièrement utilisée au Sénégal et en Mauritanie, qui voudrait, par exemple, chercher de l'information en ligne via Google. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour lui, mais d'ici quelques années, grâce au développement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, Google espère pouvoir travailler à partir d'audio, de vidéos et d'images pour enseigner de nouvelles langues à son système. Après Amazon Prime Video, c'est au tour de YouTube de faire son entrée dans le monde des services de streaming en les accueillant sur sa plateforme. YouTube lance la nouvelle option Primetime Channels qui permettra aux divers services partenaires, présentement on retrouve Paramount+, Showtime, Stars, AMC+, et d'autres plus petits, d'offrir leurs services, leur catalogue, à même la plateforme de YouTube. En tout, c'est une trentaine de services qu'on retrouve sur Primetime Channels, accessibles présentement uniquement depuis les États-Unis. Et ces services, une fois l'abonnement payé, prennent les traits d'une chaîne YouTube traditionnelle. Et si vous vous demandez ce que va en tirer YouTube, disons qu'en partant, YouTube garde ses utilisateurs dans son écosystème, ça, c'est précieux. Et puis en plus, la plateforme va en apprendre encore plus sur les goûts de ses utilisateurs et ainsi encore mieux cibler sa publicité.
tout le monde va y gagner. Le seul problème qui n'est pas encore réglé, mais j'espère que c'est une question de temps, c'est que si par exemple aujourd'hui vous êtes déjà abonné à Paramount Plus ou à AMC Plus, eh bien vous ne pouvez pas accéder au contenu de la chaîne Paramount Plus ou AMC Plus sur YouTube. Il faut pour le moment, annuler son abonnement et prendre un nouvel abonnement avec YouTube. Mais à part de ça, ça semble très prometteur. Et pour YouTube, ça veut dire un repositionnement stratégique important, puisque maintenant, YouTube deviendra un hub de contenu vidéo, même payant. Et je termine ce bref survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette info qui illustre bien tout le travail qui reste à faire chez Microsoft pour convaincre leur clientèle de passer au Windows 11. Selon IT Asset Management, qui a fait un audit auprès de 60 000 organisations qui utilisent un des systèmes d'exploitation de Microsoft, seulement, et là j'arrondis, 3% des 30 millions d'appareils qui roulent sur le système Windows dans ces entreprises auraient adopté Windows 11. Plus de 82% utiliseraient encore Windows 10 et le reste serait resté en bonne partie avec Windows 7. Quand même, beaucoup de travail pour Microsoft encore. Cette semaine, Google inaugurait ses nouveaux bureaux à Montréal. Si vous connaissez un peu Montréal, ils quittaient leur premier pied à terre sur McGill College pour aller s'installer maintenant tout près du Palais des Congrès, juste en biais avec la Caisse de dépôt du Québec. J'étais curieux de savoir si la pandémie et le télétravail avaient affecté le choix de l'emplacement et l'espace qu'ils avaient choisi. Alors, je me suis dit que c'était un bon moment pour reprendre des nouvelles de Google Montréal. Alors, on rejoint à l'instant Jean-Philippe Gauthier. Il est directeur plateforme et porte-parole de Google Montréal. Bonjour Jean-Philippe Gauthier. Bonjour. Jean-Philippe, ça fait un moment que vous êtes chez Google, particulièrement à Montréal, que vous occupez des plateformes. Là maintenant aussi, on vous parle comme porte-parole de Google Montréal. Aujourd'hui, là, Google à Montréal, ça ressemble à quoi? C'est essentiellement environ 300 personnes qui travaillent sur des choses comme le furteur Chrome. On a 2 équipes d'intelligence artificielle. On a une équipe cloud aussi. On a des gens comme moi qui s'occupent de l'accélération numérique des entreprises au Québec et au Canada. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Ce sont des gens qui veulent faire une différence dans le monde. Est-ce que c'est une expertise qui est propre à Montréal ou au Québec, ou est-ce que ce sont des gens qui travaillent en collaboration avec d'autres bureaux de Google à travers le monde? Règle générale, tous les produits de Google, il y a plusieurs équipes dans plusieurs villes qui travaillent sur certaines composantes. Par contre, on peut dire là, que dans le cas de Chrome, il y a une grande partie là, du furteur qui est faite à Montréal. Et ça doit donner une certaine fierté. Certainement. Les gens, par exemple, une des parties, c'est toute la partie sécurité. Donc, le fait d'envoyer 250 millions de messages par mois, il y a peut-être quelque chose là, qui est pas tout à fait correct, là, puis de prévenir ces attaques-là, les gens à Montréal sont très fiers de ça. Là, vous inaugurez un nouveau bureau qui est juste à côté du Palais des Congrès. Qu'est-ce qui explique ce changement d'endroit? En fait, à l'endroit auparavant où on était, sur McGill College, il y avait plus d'espace. Puis on voulait croire, hein, donc on était un peu à l'étroit. On voulait croire, donc ça nous prenait un nouvel espace. Après plusieurs recherches, on est tombé ici, sur Villers. Villers, c'est centre-ville, ville Montréal, à côté du Futurem. Donc, c'était un endroit parfait pour nous. Google est reconnu pour ses installations de travail, ses bureaux. Je me souviens de visites que j'avais faites dans votre ancien bureau où il y avait énormément d'endroits ludiques, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous poursuivez la tradition dans vos nouvelles installations? Oui. Auparavant, on avait un mur d'escalade, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, mais c'était remplacé par d'autres choses. Par exemple, on avait un studio de musique, on en a encore. En fait, on a 2 bands de musique ici à Montréal. Donc, les parties de Noël, là, c'est eux autres qui font la musique. Donc, on a des installations comme ça. Donc, on a continué la tradition, oui. Vous disiez tout à l'heure, vous avez changé d'endroit parce que vous vouliez grossir, mais en même temps, la pandémie est passée chez Google comme partout sur la planète. Avec ça est arrivé le monde du télétravail de façon plus importante, qui a pris de la place dans nos vies. Comment ça a été pris en ligne de compte dans votre choix d'installation? En fait, quand on a commencé à
à penser, à viger, c'était avant la pandémie. Puis donc, pendant la pandémie, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on devrait faire des choses différentes? C'est le temps de changer, là, on est tous à la maison. Puis la réponse à cette question-là, c'est qu'on ne changera rien. On pense, et on pensait, et on pense encore qu'après la pandémie, les gens vont vouloir se reconnecter. Donc, si vous venez ici là, au bureau, vous allez voir principalement mardi, mercredi, jeudi, 3 jours semaine, là, la grande majorité des personnes qui viennent ici. Pour plusieurs raisons, à part les installations là, assez uniques qu'ils ont, c'est surtout le fait de pouvoir communiquer, se parler de problèmes, puis trouver des solutions. L'aspect humain, c'est très important. Alors, on croit beaucoup à ça, puis on va continuer comme ça. Et j'imagine aussi que le fait que vous déménagez, vous le disiez, c'est pour grandir, pour croître. Google est toujours à la recherche de gens. Oui, effectivement. Moi, 50% de mon travail, c'est de rencontrer des gens. Prendre des cafés, d'essayer de voir là, le talent, il est où. Puis une fois qu'on l'identifie, est-ce qu'il veut venir travailler ici chez nous? Qu'est-ce que vous cherchez comme profil aujourd'hui? Ça a tout le temps pas mal été pareil, mais c'est surtout la créativité d'un point de vue curiosité. Est-ce que la personne, elle est curieuse? C'est la première des choses. Les choses vont tellement vite là, qu'il faut tout le temps apprendre de nouvelles choses. Donc, ça prend quelqu'un qui est curieux, puis qui est désireux aussi d'avoir un impact sur la société. Je pense que quand c'est un beau mariage de ces deux choses-là, la personne, elle est intéressée, puis elle a du plaisir à travailler chez Google. Vous disiez s'impliquer dans la communauté, en tout cas de vouloir faire une différence. J'ai eu la chance à quelques occasions de travailler avec Google et je voyais que pour vous, en tout cas à l'époque, c'était important que les experts de Google investissent du temps dans des projets qui visent la communauté et qui sont pas des projets nécessairement de Google, mais auxquels Google participe. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Il y a plusieurs façons qu'on s'implique dans la communauté. On a tout le temps un mois, là, le mois de juin, qui est le mois du bénévolat. Donc, on fait beaucoup de bénévolat. Non seulement au mois de juin, mais à travers l'année. Il y a la notion du 20%. On travaille 20% sur un projet qui est pas nécessairement celui qui est core à notre travail. Donc, c'est encore très, très, très présent à l'intérieur de Google. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années pour Google Montréal? De continuer à attirer le talent montréalais puis québécois. Puis non seulement ceux-ci, mais les gens aussi qui sont intéressés de venir travailler dans notre belle ville de Montréal. On en a de plus en plus, puis maintenant, on a de l'espace pour eux autres. Alors, moi, je nous souhaite un paquet de Googlers chez Montréal. Bon, je vous souhaite une bonne crémaillère et puis je vous remercie d'avoir pris du temps. Jean-Philippe Gauthier, les directeurs plateforme et porte-parole de Google Montréal. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Encore cette semaine, la fameuse saga Ottawa versus Meta occupe les politiciens fédéraux et les quotidiens. Et parmi les gens qui suivent le dossier avec intérêt, il y a Rémi Aboussoane, ex-producteur web des nouvelles chez TVA, aujourd'hui directeur général numérique et communication chez Attraction. Et dans ses passe-temps, je vous dirais chargé de cours à l'UQAM en communication numérique et gradué de Sciences Po en gestion des médias et du numérique. Il a un regard assez complet sur la question et j'avais le goût que vous le connaissiez et que vous puissiez entendre pour remettre les choses en contexte dans cette histoire. Alors, je lui ai lancé l'invitation, il a accepté, alors le voici. Bonjour Rémi Aboussoane. Bonjour Bruno Guglielminetti. Très heureux de te retrouver. Je te suis sur LinkedIn, notamment dans tes publications que je trouve toujours pertinentes, intéressantes. Ça fait longtemps que toi, tu œuvres dans le domaine des médias. Médias / aussi médias numériques. Et j'étais curieux de t'entendre sur cette histoire-là là, qui fait la manchette depuis quelques semaines maintenant au sujet du gouvernement canadien et qui, évidemment, veut passer sa loi. Et de l'autre côté, les réactions de Facebook et de Google. Celui qui réagit le plus, c'est Facebook. Alors, j'étais un peu curieux de te voir cette semaine dans un texte que tu publiais sur LinkedIn. Tu disais le bras de fer entre Facebook et le gouvernement canadien continue de faire couler beaucoup d'encre. Est-ce que Meta ira jusqu'à retirer le contenu des médias canadiens? C'est quoi ton idée là-dessus? Ben, écoute, on parle du projet de loi C-18. Donc, le gouvernement canadien qui s'inspire de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde auparavant. On pense au gouvernement français, au gouvernement australien. On sait que la dernière décennie a été très difficile pour les médias traditionnels qui ont vu leurs revenus chuter, etc. On sait que
sur le numérique, Facebook, Google accapare une partie énorme des revenus publicitaires. Donc, l'objectif est de trouver une façon de mieux compenser les médias d'information qui ont été en crise pendant très longtemps. Et donc, le gouvernement, avec C18, demande aux géants du numérique, mais là-dedans, on parle surtout de Facebook et de Google, de négocier des ententes à la pièce avec des entreprises de presse canadiennes pour réinvestir des millions de dollars. Et puis après ça, mais c'est ça, du côté de Facebook et de Google, ils disent que tout ce projet de loi part d'une mauvaise prémisse. Il y a des gens qui estiment que Facebook, Google doivent des centaines de millions de dollars parce que grâce au contenu des médias, ils engrangent des profits monstres, etc. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas 100% juste non plus. Et donc, eux trouvent que c'est la mauvaise façon de procéder. Et on a vu Facebook notamment menacer de retirer complètement le contenu des médias canadiens de sa plateforme, comme ils l'ont fait il y a un an, si je ne me trompe pas, en Australie en février 2021, oui. Oui, exact. Et donc, c'est un peu le même principe. Les médias qui font pression auprès du gouvernement pour trouver une façon que les géants du numérique compensent les entreprises de presse pour le contenu produit et publié par les médias. Et donc, le gouvernement qui fait pression auprès de Facebook. Facebook qui dit, mais écoutez, vous dites qu'on fait de l'argent en masse grâce à vos contenus. Nous, on dit qu'on n'en a pas besoin de vos contenus et que c'est vous qui en tirez profit. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec la relation d'affaires qu'on a, on va tout simplement empêcher le partage de vos contenus sur notre plateforme. C'est ce qu'ils ont fait. On parle vraiment d'un élément de négociation très, très fort dans ce bras de fer-là. Et après quelques jours, le gouvernement australien est revenu en arrière et donc ils ont trouvé une entente. Ils ont permis à Facebook de négocier des ententes à la pièce sans dévoiler nécessairement tous les détails des ententes. Donc, on ne sait pas exactement combien d'argent Facebook investit en Australie. Ce scénario pourrait se reproduire au Canada dans les prochaines semaines, les prochains mois. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, ça va être super intéressant à suivre. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, puis on viendra sur le fait que Facebook a déjà commencé à faire des ententes avec des médias canadiens. Là, c'est pas comme si ils sortaient de nulle part, contrairement à ce qui se passait en Australie, où il n'y avait pas vraiment de partenariat qui était en place. Suite à l'histoire de l'Australie, ben là, Facebook avait appris, hein, et ils avaient commencé à eux-mêmes de leur côté, de leur propre chef, à faire des négos. Mais comment on peut expliquer que on connaît le scénario, on connaît l'histoire, ça s'est produit en Australie. Est un ministre, Pablo Rodriguez, qui lui dit « Ma porte est ouverte, ils connaissent mon numéro de téléphone, s'ils veulent négocier, on peut négocier. » Mais ce scénario-là, on l'a déjà vu. Et Facebook va pas changer de processus parce que ça fonctionne, parce qu'on s'entend à l'amiable par la suite. Alors, comment ça va aboutir, cette histoire-là? Je sais pas. Ça va être vraiment intéressant. Un scénario comme ce qu'on a vu en Australie pourrait tout à fait se produire. Puis après ça, en Australie, quand Facebook a complètement bloqué l'accès au contenu médiatique, mais après ça, ce qui est arrivé, j'ai pas des chiffres, j'ai pas parlé à des entreprises de presse là-bas, mais reste que les grands médias tirent une partie très importante de leur trafic et donc de leurs revenus publicitaires des sites comme Facebook et des moteurs de recherche comme Google. Donc, à partir du moment où est-ce que Facebook tire complètement la plug, j'imagine un média là-bas dire, bon, ben, en 24 heures, j'ai perdu un chiffre comme ça, 34% de mes revenus. Ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on s'entende. Donc, je ne sais pas si ça va arriver. Mais après ça, puis moi, je pense quand même que dans le partenariat ou dans la relation d'affaires qui existe actuellement entre Facebook et les médias. Dans mes cours, on parlait de frenemies, donc à la fois friends, mais à la fois enemies. Mais en même temps, c'est une situation qui profite à tout le monde. C'est sûr que, oui, à cause des contenus médiatiques partagés sur Facebook, les utilisateurs passent plus de temps sur la plateforme, sont exposés à plus de publicité et Facebook engrange plus de revenus. Mais ce pourcentage-là, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 0,4 %? Est-ce que, il y a juste Facebook qui a exactement ces chiffres-là, mais en même temps, tous les médias profitent de leur présence sur Facebook.
Moi, j'ai été cadre numérique chez TVA Nouvelles. TVA a une page Facebook d'un peu plus de 1 million de fans qui, à chaque fois qu'ils publient quelque chose sur Facebook, le trafic monte en flèche sur leur site. C'est des revenus immenses qui se chiffrent en centaines de milliers de dollars, en millions de dollars annuellement. Et puis ça, une plateforme comme ça, qui a un peu plus d'1 million d'abonnés pour TVA Nouvelles comme exemple, c'est un outil marketing qui a une valeur immense et pour lequel il ne paye pas $1. Donc, je comprends quand même Facebook de dire, mais écoutez, les médias profitent d'avoir une présence sur Facebook, profitent quand toi, tu partages un article de Radio-Canada, de la presse, du Devoir sur Facebook, sur Twitter, etc. Les gens cliquent, sont redirigés sur le site, il y a des revenus publicitaires qui sont engrangés. Donc, je peux comprendre quand même les géants du numérique de dire, mais écoutez, je comprends, puis on n'est pas contre une presse rentable et forte, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Est-ce que j'entends dans tes propos, parce que tu expliques bien la situation, mais est-ce que j'entends dans tes propos que toi, tu préférais le statu quo? Je ne préférerais pas le statu quo. Je pense notamment, puis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité des grandes entreprises internationales, mais je pense que le gouvernement doit trouver une façon que les géants du numérique paient leur juste part d'impôts sur les revenus engrangés au Canada et qui devraient prendre une partie de ces millions de dollars-là et de les redistribuer aux médias. Mais je pense pas que de forcer Facebook et Google à payer un montant X qui se chiffrerait en centaines de millions de dollars par année est nécessairement la solution. Parce que entre-temps, je le mentionnais tout à l'heure, entre-temps, Facebook avait appris de l'histoire australienne et française et dans d'autres pays, notamment le Canada, a commencé à faire des ententes, Google aussi d'ailleurs, a fait des ententes avec des médias. Des ententes qui n'ont pas été... On a su qu'il y avait des ententes, mais les chiffres n'ont pas été publiés. Mais je pense notamment à les coops de l'info. Je pense au Devoir. Oui. Ben c'est ça. Puis tous ces gens-là étaient les premiers à sortir avec un large sourire. Alors on présume que ils ont senti qu'ils étaient aussi gagnants dans cette histoire-là. Exact. Et puis aussi, il faut garder en tête que, puis j'ai publié une lettre ouverte là-dessus il y a quelques mois, les médias d'information ont traversé une crise sans précédent dans la décennie 2010, mais depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Le Devoir est rentable pour une 5e année consécutive. La presse a été rentable en 2021 après avoir atteint l'équilibre budgétaire en 2020. On veut tous une industrie de la presse qui va bien, qui est stable, qui n'a pas besoin de dépendre 100% sur des revenus publicitaires super imprévisibles, etc. Mais en même temps, je pense que pendant la décennie 2010, tout le monde cherchait le bon modèle d'affaires qui allait sauver les médias. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs modèles d'affaires différents qui fonctionnent. Et ce que la presse fait, ce que le Devoir fait, c'est complètement différent, mais ça fonctionne d'un côté comme de l'autre. Ils réussissent notamment grâce à de l'aide gouvernementale, mais pas juste ça, mais aussi parce que je pense que les gens comprennent de plus en plus que de l'information de qualité, ça coûte cher à produire et que c'est normal de payer, que ce soit par un abonnement comme au Devoir, que ce soit par une contribution volontaire comme à la presse, ou que ce soit juste en désactivant son adblocker et de permettre aux entreprises de presse d'engranger des revenus publicitaires. C'est un bon point, c'est le dernier que tu amènes aussi, de cesser d'utiliser les adblockers quand on va sur les médias québécois, canadiens, les médias en général de toute façon, parce que c'est une façon de les appuyer, à défaut de prendre un abonnement et de les encourager concrètement. Là. Exact. Et puis, tu sais, on dit toujours que sur Internet, quand tu ne payes pas pour un service, c'est que tu es le produit. Puis on sait que oui, les entreprises utilisent nos données personnelles, les récoltent, font de l'argent en nous ciblant. Mais c'est un peu la même chose pour le lien entre les médias et Facebook et Google. À partir du moment où TVA, Radio-Canada, la presse ne payent pas pour utiliser Facebook qui leur permet d'engranger des revenus immenses, ben c'est comme ça, c'est eux le produit. Puis, donc, écoute, je sais pas exactement ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Je pense qu'il faut trouver une façon que les géants du numérique contribuent davantage à l'industrie médiatique. Je ne pense pas que la façon qui est prise actuellement, qui est envisagée, soit nécessairement la bonne. Mais dans tous les cas, ça va être très, très intéressant à suivre au cours des prochaines semaines.
Rémi Boussoine, c'était un petit bonheur que de t'entendre et de t'accueillir dans mon carnet. Je rappelle aux gens qu'ils peuvent te suivre, notamment sur LinkedIn, et que tu publies justement ces réflexions, comme tu le disais, lettres ouvertes, mais aussi à l'occasion des coups de gueule, mais aussi des réflexions, question de nous faire avancer dans nos réflexions dans le monde du numérique, particulièrement dans le monde des médias. Merci d'avoir partagé ta réflexion avec nous, puis je te dis à la prochaine. Bien, ça fait plaisir, Bruno. À très bientôt. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec publie un nouveau fascicule de son enquête Net Tendance et celui-ci porte sur les services bancaires en ligne. Un portrait intéressant qui nous confirme que les Québécois ont choisi de vraiment s'occuper de leurs finances en grande majorité en ligne, mais le Net Tendance nous apprend aussi autre chose d'assez surprenant au sujet des Québécois et de la crypto-monnaie. Et pour en savoir plus, on va de ce pas rejoindre la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Je suis presque tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu vos chiffres, parce que, bon, on parle des services bancaires en ligne, mais vous nous en avez envoyé une. Vous parlez notamment de crypto-monnaie et on découvre que les Québécois, écoutez, sont pas si pires dans le domaine. Oui, en fait, on a demandé aux gens s'ils avaient déjà, dans le passé, soit acheté ou soit vendu des crypto-monnaies, puis c'est 22%, donc presque le quart des adultes québécois qui nous ont mentionné cet aspect. Donc, c'est quand même c'est un chiffre important. Lié à ça, on mesurait aussi le niveau de notoriété, le niveau de connaissance des crypto-monnaies. Puis ce qu'on voit, c'est que les hommes s'intéressent un petit peu plus aux crypto-monnaies que les femmes. Puis ça se reflète aussi au niveau de leur niveau de connaissance des crypto-monnaies en général. Mais je reviens sur votre fameux chiffre de 22% qui est impressionnant, là. Quand on regarde par tranche d'âge, c'est encore plus élevé. Je voyais les 25-30, vous avez deux groupes, là, les 25-34 et les 35-44. On commence à se rapprocher de la moitié, là. Ah oui, tout à fait. Chez les 25-34, c'est 43%, puis chez les 35-44, on parle de 47%. C'est des gros chiffres, ça, je dois l'admettre. Puis tantôt, quand je parlais hommes-femmes, chez les hommes, c'est 31%, là, tout âge confondu, versus 14% chez les femmes. Fait que les hommes s'y intéressent davantage et aussi les plus jeunes. En gros, c'est un petit peu ça, mais on voit que ça attire beaucoup l'attention. Avez-vous un comparatif? On l'avait fait en 2021, mais on a un petit peu changé. L'énoncé. Mais disons que au chiffre de 22% là, pour cette année, un équivalent l'année précédente, c'était 14% avec une petite légère modification de l'énoncé. Mais non, il y a une augmentation pour la crypto-monnaie, mais sur d'autres thématiques aussi, il y a des augmentations quand même importantes. Bon, écoute, on va se lancer tout de suite dans les autres thématiques. Les activités bancaires, ça semble bien fonctionner. En tout cas, on semble voir que les Québécois l'ont adopté, là. En fait, au total, on est toujours à peu près, là, cette année, c'est 87% de l'ensemble des adultes québécois qui font en ligne des opérations bancaires, là, qui utilisent les services bancaires en ligne. Les 13%, je vous dirais, là, c'est vraiment du côté des personnes des plus âgés. Fait que là-dessus, il n'y a pas tellement de changement. Là où il y en a, c'est qu'au niveau des différentes activités réalisées, on voit qu'il y a des augmentations. Puis je vais donner quelques exemples. Par exemple, cette année, effectuer en ligne des placements, on connaît une hausse de 13 points de pourcentage avec maintenant, on est à 41% des adultes qui font ça en ligne. Renouveler ou, son hypothèque ou refinancer une hypothèque. On connaît cette année une augmentation de 12 points de pourcentage. C'est des choses c'est quand même des services qui existaient l'année précédente, mais on voit que les gens y adhèrent davantage. Puis la même chose au niveau des assurances. On sait que
historiquement, les assurances, tout se faisait principalement par téléphone. Fait que je vous dirais que de façon générale, là, sans donner trop de chiffres, en moyenne, il y a une augmentation autour de 9 points de pourcentage pour les gens qui vont le faire en ligne. Donc, aller chercher des prix en ligne, finaliser sa transaction en ligne, puis après ça, les réclamations peut-être un petit peu moins là, de hausse de pourcentage, mais on voit que de façon générale, le Internet, Internet prend de plus en plus de place dans les transactions bancaires puis les services bancaires. Donc, c'est les institutions financières qui sont très heureuses de leur investissement parce qu'on voit que maintenant, les Québécois l'utilisent. Claire, avant de vous laisser aller, je veux aborder un sujet, je trouve ça tellement le fun que vous y ayez touché. Les robots conversationnels, c'est de plus en plus populaire auprès des Québécois. Oui, ce qu'on appelle le robot conseiller, chatbot, on voit que même si c'est pas nécessairement des technologies encore parfaites, on voit que ça commence à prendre de plus en plus de place dans le marché. Puis on est à peu près pas à peu près 22% là, des gens qui connaissent et qui ont déjà fait affaire avec des robots conseillers, que ce soit pour aller chercher des conseils, où il y a aussi des robots conseillers qui font la gestion automatique de ces placements. Ça, c'est 22% pour l'ensemble de la population du Québec. Puis encore une fois, si on regarde chez les gens âgés de moins de 44 ans, on monte dans le 30 puis dans le 40%. C'est des nouvelles pratiques qui se mettent en place. Puis j'imagine aussi, on va voir se développer d'autres outils qui vont être offerts par les institutions financières dans le futur parce que on voit que ça prend de plus en plus sa place. Puis avec aussi l'intelligence artificielle, ça va certainement amener de nouveaux services. Claire, Net Tendance tient toujours sa promesse de nous éclairer sur ce qui se passe. Avant de vous laisser, est-ce que je peux être curieux puis vous demander le mois prochain, on va parler de quoi? Oui, on va parler des aînés connectés. Claire Bourget, l'âme derrière le Net Tendance, la grande directrice de la publication, merci d'avoir pris du temps pour nous parler de cette dernière édition. Et j'invite les gens qui sont curieux d'aller faire un tour sur le site de l'Académie de la transformation numérique. Vous cherchez sur Google, vous allez trouver facilement. Et donc, dans la section publication, vous allez trouver le Net Tendance. Vous allez retrouver plein de Net Tendance, mais notamment celui sur les services bancaires en ligne. Merci beaucoup, Claire, et au mois prochain. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir. Il y a 3 semaines, j'animais l'édition 2022 de la conférence CyberX organisée par la firme Novipro au Palais des Congrès de Montréal. Une grande rencontre autour de la cybersécurité et surtout l'occasion d'entendre des sommités dans le domaine. Du lot, j'ai eu la chance d'accueillir lors d'un panel Gabrielle Botbol, une hacker éthique, une pentesteur primée en Europe comme ici, qui a remporté plusieurs prix, plusieurs concours et encore récemment, elle a été honorée pour sa carrière et sa contribution à la communauté de la cybersécurité et a été nommée comme l'une des 20 femmes importantes dans le domaine de la cybersécurité au Canada. Elle était donc de passage à cette conférence CyberX et tout de suite après le panel, on a pris du temps pour échanger sur son travail et sur une formation gratuite qu'elle partage sur Internet. Voici notre rencontre. Avant qu'on se lance dans une initiative que vous avez décidé de faire et que je trouve formidable par rapport à la formation, de rendre plus accessible la formation des pentesteurs, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené dans le monde des bons pirates? D'abord, j'étais développeuse d'applications et je livrais des applications et je me suis posé la question parce que je savais pas si ce que je livrais c'était sécurisé. À l'époque, les développeurs étaient pas vraiment responsables de la sécurité de leurs applications. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit
qu'est-ce que je livre, comment je fais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée sur ce que c'était que la cybersécurité, comment on fait pour sécuriser une application. C'est comme ça que j'ai découvert le pentest. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon auto-formation pour devenir pentesteuse. Et en même temps, documenter tout ça sur un blog pour que quelqu'un d'autre qui aurait envie de faire la même démarche puisse faire... s'en inspirer dans le fond sans avoir à tout recommencer et puis aussi montrer que ça me permet aussi quand on fait un blog comme ça de montrer aussi ce qu'on sait faire et pour des employeurs aussi potentiels c'est toujours intéressant. Avant de revenir sur cette initiative du blog et ce qu'on y retrouve à l'intérieur, on essaie de figurer le travail d'un pentester. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça commence où et ça va jusqu'où? Ce qu'on fait, c'est que on a d'abord tout un travail de préparation. Donc on va là s'occuper de toute la partie légale et donc ça va être vérifier le scope, ce qu'on a le droit de tester. Donc le scope, ce serait périmètre en français. C'est votre terrain de jeu, là. Voilà, exactement. C'est là que voilà. Alors il y en a. Là, c'est défini dans ce qu'on appelle, ça va venir en anglais, c'est les rules of engagement. Donc c'est les règles d'engagement, c'est-à-dire tout ce qui va définir donc telle chose on a le droit, telle chose on n'a pas le droit, etc. Et ça c'est très important. Je dis toujours aux personnes qui sont pentesters en freelance de vérifier d'avoir bien ce document parce que c'est ça qui garantit la légalité de la chose, de ne pas se retrouver dans des situations inconfortables après. Et donc ça on va planifier avec le client, etc. Et puis après il va y avoir une phase où on va commencer à récolter des informations sur notre cible, on va commencer à voir comment ça fonctionne et en fonction de la méthodologie de pentest on aura plus ou moins d'informations parce qu'il y a différentes méthodologies et ensuite on va passer à la phase d'attaque et donc là on va donc lancer des attaques que ferait n'importe quel cybercriminel sauf que nous on a le droit. C'est ça que c'est drôle et c'est ça qui est vraiment, c'est vrai que c'est très 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 passionnant parce qu'on fait vraiment ce que ferait quelqu'un de mal intentionné et donc du coup ça nous permet, et c'est là que je disais justement tout à l'heure dans le panel, c'est important d'avoir une bonne connaissance de ce qu'on teste parce que ça permet de savoir les impacts que ça pourrait avoir au fait de faire des choses un peu plus sur mesure. Et à la fin de tout ça, on va écrire un rapport. Pendant la phase d'attaque, on aura gardé plein de preuves d'exploitation, de choses comme ça. Et donc à la fin de ça, on va faire un rapport qui va lister toutes les vulnérabilités qu'on a trouvées et qui va proposer des correctifs. Et donc il y aura une partie technique où on va proposer vraiment des correctifs bien détaillés techniquement, et il y aura une partie pour les exécutifs qui va permettre de voir les impacts que ça peut avoir en termes d'entreprise, le nombre de vulnérabilités, quelle partie du projet ça impacte, et puis voilà. Et après on remet le rapport et on espère que les correctifs soient faits. Dans certains cas, on peut faire des retests aussi également, ça dépend des entreprises, mais globalement oui, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est quoi généralement la réaction de vos clients quand vous leur arrivez avec ce rapport-là et qui va évidemment illustrer que leur système, comme tous les systèmes, sont pas parfaits. Il y a des failles, il y a des faiblesses. Généralement, qu'est-ce que c'est leur réaction? Alors ça va dépendre vraiment des gens, mais souvent les gens qui demandent des pentests, c'est des gens qui sont qui savent à quoi s'attendre, donc ils sont pas trop surpris. Il y a des gens qui sont contents parce que on n'a pas trouvé des choses trop critiques aussi, et ça fait plaisir parce qu'on se dit que voilà. Et c'est vrai que nous-mêmes on est contents quand on voit que les choses sont bien faites. On n'est pas là que pour taper sur les doigts des gens. On aime bien que les choses soient bien faites. Et il y a aussi des fois où les gens vont être un peu inquiets et tout ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu parfois mystique, et ça aussi je trouve que c'est important qu'on en parle beaucoup, pour pas que les gens aient peur de nous, parce qu'on est là pour aider, on n'est pas là du tout pour mettre en échec. Et donc je trouve que c'est important qu'il y ait ces discussions qui soient faites. On n'est pas là pour que des gens perdent leur emploi, on est là pour que tous ensemble on puisse garantir que le cyberespace soit sûr. Et on veut vraiment protéger, et on veut pas que ce soit problématique. Donc en général, les réactions sont partagées, mais la plupart du temps, les gens sont assez contents d'avoir aussi un retour, de pouvoir avoir l'opportunité de se sécuriser, et d'avoir aussi des étapes, parce que, comme je disais tout à l'heure, on donne des correctifs. Donc les gens peuvent
ils ont ce qu'il faut pour corriger leur vulnérabilité. Donc c'est appréciable pour eux. Ils peuvent corriger et ils sont contents d'avoir un plan d'attaque pour justement corriger, mauvais jeu de mots, mais pour corriger tout ça. Et là, je reviens à ce que vous nous disiez tout à l'heure quand vous parliez du blog que vous avez décidé de tenir pour documenter l'auto-formation que vous avez fait. Vous auriez pu arrêter cela, mais vous avez décidé vraiment de le faire de façon à encourager d'autres personnes à se lancer dans l'auto-formation de pentesteurs. Et pourquoi? Pourquoi vous avez pensé à ça et pourquoi vous vous êtes dit, je vais essayer d'en faire bénéficier les autres? Parce que je suis arrivée à un moment dans ma carrière où je trouvais que c'était... j'avais le background de développeuse. J'étais en France à ce moment-là. J'avais le background de développeuse et je voulais me diriger vers la cybersécurité. J'ai pas d'abord tout de suite trouvé de formation qui prenait en compte mon background de développeuse. Et donc, et puis ce que je trouvais, sinon, celle que j'avais trouvée, c'était vraiment coûteux. Et il se trouve qu'on a la chance d'avoir Internet où il y a énormément de ressources disponibles. C'est vraiment impressionnant. Il y a énormément de choses. On peut se faire. Et donc c'est là que je me suis dit, si moi je fais quelque chose, autant que ce soit possible pour que d'autres gens puissent le faire également. Et donc parce que je sais que je suis forcément pas la seule qui a été confrontée à ces problèmes-là. Donc autant que ça profite à plusieurs personnes. Et donc c'était ça la démarche. Et puis j'ai continué aussi. Donc là mon blog est passé de façon un petit peu plus technique. Donc il y a vraiment des exemples d'outils, de choses comme ça. Et donc il y a cette partie technique. Il y a une autre chose en préparation que je dirais pas tout de suite, mais qui va aussi apporter vraiment une sorte de map pour que les gens puissent savoir en fonction des domaines, etc. Mais oui, l'idée c'est de vraiment partager parce que en fait, la communauté donne beaucoup et c'est dommage de ne pas en profiter alors que on a la possibilité et tous les domaines issus sont possibles et donc j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui connaît les sciences de l'éducation et donc qui a pu m'aider ensemble on a pu faire un programme vraiment précis de comment attaquer ça et donc là ce qui a été fait c'était on a regardé les offres d'emploi, on a regardé les programmes de fac et de toutes les universités et à partir de ça le programme a pu être fait et donc c'est donc un programme tout fait clé en main et c'est gratuit donc je trouve que c'est important la connaissance c'est quelque chose qui donne qui ouvre des portes. Et c'est important qu'on s'approprie la connaissance et c'est important justement de pas avoir peur la cybersécurité ça peut faire peur mais il faut pas c'est quelque chose ça s'apprend c'est comme tout et donc et la connaissance ça se partage pour moi ça devrait être gratuit mais bon je comprends que évidemment il faut pouvoir les profs il faut qu'ils soient rémunérés c'est logique mais je trouve que la connaissance on l'a sur internet donc autant en profiter et essayer de faire quelque chose avec. Quand on est dans le domaine de la cybersécurité, mais quand on est dans le domaine du monde du piratage, dans votre cas, vous êtes du bon côté de la force. Comment vous voyez ça, tout le mouvement depuis 2-3 ans? Là, on sent vraiment qu'il y a une vague de fond là, au niveau du piratage, de la cyberpiraterie. Comment vous voyez ça? Alors, évidemment, il y a un contexte là, géopolitique, on s'entend, mais si on met ça de côté, on sent vraiment là. Il y a comme une opportunité pour les groupes de hackers, les groupes professionnels. Comment vous, comme professionnel dans le domaine, vous voyez ça? Je trouve que c'est je trouve que c'est important d'en avoir conscience. Donc quelque part c'est vrai que ça sonne une sonnette d'alarme. Donc quelque part c'était important que ça on commence à vraiment prendre conscience de l'importance de ces choses-là et du coup il y a des belles choses qui sortent de ça, c'est que les entreprises commencent à aussi prendre conscience et à se sécuriser. Mais moi en tant que pentesteuse, je peux proposer des solutions. Donc ça peut être un peu intimidant quand on voit toutes ces attaques, mais si on arrive à il faut juste avoir un plan et se dire il y a des attaques, je suis à risque, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et on prend étape par étape et petit à petit on arrive à se sécuriser donc en effet il y a énormément mais
il faut agir de toute façon. Donc, c'est qu'en agissant que les choses vont s'améliorer. Gabriel, les gens qui seraient intéressés, qui seraient curieux ou qui seraient intéressés à s'embarquer dans le merveilleux voyage de l'apprentissage pour devenir grand testeur, où ils vont? Alors, c'est csbygb.github.io. Ça, c'est mon blog. Et à partir de mon blog, il y a plusieurs... mais sinon, on peut me suivre sur LinkedIn, Gabriel Bodbol. Et là, régulièrement, je partage des ressources qui sont sur certains sujets. Et donc, du coup, ça donne aussi d'autres aspects. C'est pas uniquement Pentest. Et autrement, il y a énormément de plateformes, ce qu'on appelle des CTF platforms, où on peut pratiquer. Et donc... moi, j'apprends par la pratique, donc je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait ces plateformes-là. Donc, il y a tryhackme.com et il y a aussi Hack the Box. Et donc, c'est des plateformes qui sont vraiment intéressantes pour s'entraîner. Et c'est vraiment un boulot dans lequel on doit apprendre tous les jours. Oui. Ah oui, c'est vraiment... les technologies évoluent vite et il y a énormément de technologies aussi sur le marché qui sont différentes. Donc il faut tout le temps d'abord savoir faire une recherche. C'est bête à dire, mais il faut savoir faire une recherche sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. Et il faut aussi savoir... pouvoir se former en fait. Et ça aussi c'est très intéressant, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent un budget formation et un temps de formation, et je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que ça devrait continuer comme ça. Bon ben voilà, on se laisse sur une note positive. Gabriel Bodbol, merci infiniment pour la conférence que vous avez donnée. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Autour de mes collègues, et on commence avec Thierry Weber, Van Lifer devant l'éternel, qui est parti à la rencontre du cofondateur de l'application Park4Night au Swiss Caravan Salon. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Me voici de retour comme chroniqueur à bord de Mon Carnet et quasiment de retour d'une nouvelle édition du Swiss Caravan Salon. Et oui, je vous le cacherai pas, je vous le cache plus, ma passion pour la van life est toujours bien présente et ce n'a pas empêché de promener mon micro, ma caméra dans les allées de ce salon qui prône le caravaning, le camping, le bivouac, les accessoires, les véhicules, j'en passe et des meilleurs. Mais que ne fut pas ma surprise de pouvoir rencontrer ni plus ni moins un des cofondateurs d'une célèbre application qui sert justement aux van lifers, Park4Night. Alors je ne sais pas si du côté de l'Amérique du Nord vous la connaissez, mais ici en Europe, ça fait quand même plus de 12 ans qu'elle est quasiment installée sur tous les téléphones intelligents de tous les van lifers qui se cherchent un endroit pour se poser, pour camper. Et c'est aussi une application qui est un peu décriée. Jean-François Poulain, spécialiste de l'UX, pourrait peut-être donner son avis, puisqu'effectivement, c'est pas forcément l'application qui est décriée, mais c'est l'usage qu'on en fait, puisque très souvent, un bon spot est pris d'assaut par plusieurs utilisateurs et plusieurs voix s'élèvent pour se dire tout compte fait, on va peut-être arrêter de partager ces bons plans. Je vous propose ici un extrait de cette interview que vous retrouverez bien évidemment dans son entier sur thierryweber.com, que ce soit sur le site internet, YouTube ou mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour aller à la rencontre du cofondateur de l'application Park4Night. Salut, Bertrand, donc cofondateur de l'application Park4Night. Ouais. Donc le postulat de départ, c'est simplement que... en 2006, j'ai mon premier van et au bout de quelques années, c'est vrai qu'on se rendait compte que c'était pas toujours facile de trouver ne serait-ce qu'un petit parking pour se poser ou pour pique-niquer, voilà. Et puis étant développeur, en fait, je me suis dit tiens, on va créer une petite application communautaire pour se partager en fait des endroits de débrouille, quoi. Voilà. Mais sinon, le cœur de l'application, c'est vraiment d'être un outil pour les voyageurs. Donc effectivement, c'est de partager des endroits, mais alors on parle de spots, mais en fait on va dire les spots, ça représente à peu près 30% en fait des lieux qu'il y a dans l'application. L'application, c'est d'abord, moi ce que j'aime essayer d'expliquer, c'est que c'est d'abord un outil en fait. On peut y trouver pour vider de l'eau, pour trouver de l'eau, une laverie, un camping, voilà. Moi, je suis pas exclusif du tout dans mes voyages. Je fais du camping, je fais d'accueil à la ferme, je fais de la pleine nature. Donc c'est vrai que l'application, elle reprend un petit peu tout ça et elle s'adresse en fait finalement à tous les profils de voyageurs. En fait. Voilà. On a l'impression que c'est devenu très vite une référence en la matière. Cette application a très vite été la première qu'on s'installe en tant que van lifer pour justement
se trouver tout ce type de spot, de service. Tu l'expliques comment ce succès qui s'est avéré avec le temps? Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a que nous, on a vraiment fait un produit avant tout pour nous en tant que voyageurs, en fait, au départ. Et puis aussi, c'est que l'application, elle a maintenant 12 ans. Et il y a 12 ans, effectivement, sur les stores, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc voilà, c'est aussi, je pense que c'est ça qui explique finalement le développement. Sur le phénomène, justement, de ce qu'on entend de plus en plus parler, ou alors c'est peut-être propre à certains vanlifers, arrêtez de partager vos spots, arrêtez de partager des lieux parce que ça pose problème. Qu'est-ce que tu réponds? Comment tu te situes par rapport à ça? Alors nous, on essaye d'apporter pas mal de solutions à ça, notamment le projet Nature Protect, comme vous avez derrière. C'est initié il y a 3 ans maintenant. Donc on a fait d'abord une charte du voyageur, et ensuite on l'a appliqué nous à tous les niveaux en fait dans l'entreprise, on va dire. Donc pour notre équipe de modération, pour le service client, pour la communication, c'est-à-dire que même notre communication sur les réseaux sociaux fait attention à respecter la charte du voyageur. Après, voilà, moi j'ai toujours dit à tout le monde, effectivement, il y a des endroits qui ne se partagent pas. Enfin, il y a des choses dans un voyage qu'on ne peut pas partager, mais que ce soit sur Park4Night, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur où vous voulez. Si vous voulez, l'application Park4Night, j'essaye de l'expliquer depuis 12 ans. C'est un outil pour le voyageur, mais ça n'exclut pas le fait de chercher ses propres spots. Moi, je le fais. Il y a des dizaines d'endroits que je connais que je n'ai jamais référencés. Donc le but, c'est pas d'amener des gens dans la nature. Le but, c'est vraiment de trouver et de proposer en fait un large choix d'endroits. Le postulat de départ, c'est qu'on perdait souvent du temps pour chercher un endroit. Et on cherchait pas forcément l'endroit idyllique, mais on cherche au moins un endroit où on peut poser ses 4 roues le soir quand on est un peu crevé. Voilà, c'est vraiment ça le concept de l'application. Donc et après, c'est très compliqué parce que voilà, on a des utilisateurs qui passent du temps pour créer un joli endroit. Et c'est toujours difficile de dire non, on peut pas l'accepter ou on peut l'accepter. Alors nous, on essaye avec nos règles de supprimer beaucoup de choses. Après, on est beaucoup en lien aussi avec les communautés de communes, avec les territoires. On se cache pas que des fois on échange avec eux, on leur demande. Voilà, et en général, ça se fait toujours dans une bonne entente. Et ils comprennent qu'on ne peut pas non plus dire aux gens allez nulle part, ça c'est pas possible. Donc voilà, on essaye. Voilà, c'était un extrait de l'entrevue de Bertrand Fichter, cofondateur de Park4Night, une entrevue que vous retrouverez dans son intégralité sur mes réseaux. D'ici là, pensez à bien parquer votre van, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. On revient sur Twitter un instant avec Luc Dupont qui partage avec nous sa réflexion sur Twitter et son avenir qui passera inévitablement par la publicité. Évidemment, à ce stade-ci, vous êtes probablement au courant qu'Elon Musk a fait l'acquisition de Twitter. On parle d'une transaction de 44 milliards de dollars. Le défi donc dans les prochaines semaines, les prochaines années également, d'une part, c'est de enfin rentabiliser les opérations. Je rappelle que lors des 10 dernières années, Twitter a généré des déficits à 8 reprises et que puisqu'on parle de gros sous, 90% des revenus de Twitter sont redevables de la publicité. Soit dit en passant, lors des 6 premiers mois de 2022, Twitter a vendu pour 2,2 milliards de dollars de publicité. En d'autres mots, là, grosso modo, pour cette année, on se dirige vers quelque chose qui pourrait ressembler à 5 milliards de dollars de vente de publicité. Alors, dans les circonstances, que Elon Musk le veuille ou non, d'ailleurs, a priori, il avait prétendu que jamais il n'explorerait cette avenue-là publicitaire pour enfin rentabiliser les opérations, mais force est de constater que visiblement, il a changé d'avis, d'autant plus que lors de son achat officiel de Twitter, son tout premier message, alors je ne parle pas du 8e ou du 10e ici, ou du 3e, je parle du tout premier message qu'il a envoyé sur Twitter, pour confirmer donc cette acquisition-là, c'est un message qui s'adressait spécifiquement aux annonceurs. Donc, force est de constater qu'avec le temps, il a fini par comprendre que
tôt ou tard, les chemins de la rentabilité mèneraient vers quelque chose qui pourrait ressembler à la publicité. Alors voilà où le bas blesse, donc là où les choses se compliquent, c'est que, évidemment, assez rapidement, on a appris que GM a mis sur pause ses investissements publicitaires sur Twitter. Sans surprise, j'aurais le goût de vous dire, dans la mesure où je vous rappelle que Elon Musk, c'est aussi Tesla et que Tesla, c'est un compétiteur de GM. Donc jusque-là, pas de surprise majeure. Sur le plan stratégique, évidemment, si vous êtes GM, vous préférez garder votre jeu le plus près possible de vous et donc vous allez prendre une position d'observation un peu plus passive dans les prochaines semaines, les prochains mois. L'autre option qu'a évoqué Elon Musk et qui a fait énormément jaser, c'est la possibilité éventuelle de demander des sous pour les fameux comptes vérifiés. Alors, les petites coches bleues, comme on les appelle souvent de ce côté-ci de l'Amérique. Alors, il faut savoir qu'au moment où on se parle, là aussi, il y a 423 700 personnes qui ont un compte vérifié et que lors d'un sondage non scientifique sur Twitter récemment, moins de 10% des gens ont dit qu'ils seraient prêts à payer pour avoir un compte vérifié. Alors, c'est le problème, évidemment, du compte vérifié qui a été gratuit pendant des années. Très difficile, soudainement, de dire, vous savez quoi, à partir de maintenant, ça va coûter des sous. Alors, 10% de ce 423 700 personnes-là, ça donnerait des revenus en fin d'année qui pourraient avoisiner les 4 millions de dollars. Donc, on aura compris que dans ce cas-ci, ce n'est assurément pas l'avenue de la rentabilité, en tout cas lorsqu'on la compare aux revenus que peuvent générer la publicité. On revient encore donc à ce dossier publicitaire. Interpublic et Havas, qui sont deux géants du placement média à travers le monde, eux, depuis l'acquisition d'Elon Musk, ont mis sur pause les investissements publicitaires. Alors, ce qu'on dit officiellement, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil sur ce qui va se passer sur la plateforme dans les prochaines semaines, les orientations qu'on va prendre, la façon de gérer, entre autres, la liberté d'expression, les balises aussi qu'on compte ériger pour s'assurer que les propos et que la plateforme sur le plan des échanges se déroule dans un climat sain. Suite à ça, ce qui est assez remarquable, c'est qu'Elon Musk, qui est extraordinairement occupé. Je vous rappelle qu'il était dans les robots il y a 4 semaines, qu'il était dans les fusées il y a 2 ou 3 jours et qu'il sera dans un mois dans Neuralink, qui devait d'ailleurs initialement annoncer ses nouveautés le 31 octobre, mais vu évidemment la masse de nouvelles en lien avec Twitter, on a décidé sciemment, puis c'est une bonne idée à mon avis, de déplacer donc le lancement officiel des nouveaux produits de Neuralink quelque part à la fin du mois de novembre. Donc, un Elon Musk excessivement occupé qui ajoute un nouveau chapeau et qui a malgré tout accepté de rencontrer les responsables de plusieurs agences de publicité, de plusieurs groupes d'achats médias également, et aux surprises, qui a même souhaité rencontrer certains clients annonceurs directement, ce qui est assez remarquable et qui nous donne une petite idée du défi qui guette Elon Musk, qui est dans des eaux complètement nouvelles. Ici, on parle de la publicité. La publicité qui est un environnement pas facile actuellement, la publicité numérique, j'entends, et Snap et Google et Facebook récemment ont annoncé que on assistait dans certains cas à une décroissance, dans d'autres cas visiblement à un plafonnement, et il ne faut jamais oublier le nouveau joueur, la nouvelle vedette en devenir de la publicité numérique. J'ai nommé Apple. Apple qui, dans un premier temps, a dénoncé un certain nombre d'annonceurs bien connus pour par la suite modifier son iOS et par la suite, comme par magie, se lancer dans le monde de la publicité. Donc, c'est un compétiteur qui est redoutable. En d'autres mots, Elon Musk qui cherche à rentabiliser Twitter, ça risque, du moins à court terme, d'être un petit peu plus difficile que prévu. De Twitter, on passe à TikTok alors que Stéphane Ricoul se penche sur la plateforme chinoise qui ne cesse de progresser dans les habitudes d'utilisation des internautes. Alors qu'Elon Musk se paye Twitter,
je ne peux m'empêcher de penser au retour potentiel de Donald Trump sur cette plateforme. Et par association, je ne peux m'empêcher de penser au phénomène TikTok qui gruge par jour 80 minutes de la vie d'un Américain moyen pour un tiers d'entre eux, soit quand même 100 millions plus ou moins de personnes, dont la grande majorité sont des adolescents, dont la matière blanche du cerveau vient à peine de commencer à se développer. C'est en effet 2 tiers des ados américains qui utilisent l'application et 1 sur 6 qui déclarent la regarder presque constamment, selon une enquête du Pew Research Center. Et pour la petite histoire, sachez que c'est au détriment de Facebook et Instagram. Néanmoins, l'application attire également l'attention des adultes, selon eMarketer, qui s'attend à ce que son audience des plus de 65 ans augmente cette année de près de 15%. Ce qui fait le succès de TikTok, du moins en partie, c'est là encore la notion de facilité dans son utilisation. Je parle souvent, lorsque j'évoque l'économie numérique, de sa facilité à se frayer un chemin dans nos vies de tous les jours, en supprimant sur son passage le maximum de friction possible afin d'assurer son succès par une adoption naturelle. TikTok a pour moi élevé la barre encore un peu plus haute, en rendant ses utilisateurs encore un peu plus feignants. Au contraire de Facebook, où la connectivité en ligne est fondée sur des intérêts et des amitiés choisis à la main, oh mon Dieu, quel effort demandant un peu d'énergie cognitive pour savoir si on devient ami ou pas, TikTok déroule pour vous un fil infini de vidéos sélectionnées pour vous par son algorithme qui apprend sur vos goûts en continu en ne vous demandant que de regarder, de mettre en pause ou de faire défiler ce que vous avez sous les yeux. La procrastination intellectuelle à son paroxysme. Vous ne dites pas à TikTok ce que vous voulez voir. Il vous le dit lui-même, c'est formidable. Et il ne se trompe pas, c'est véritablement addict. J'ai dû moi-même désinstaller l'application de mon téléphone, passant plus de temps dessus que dans les pages d'un livre qui me demandait beaucoup plus d'efforts. Abby Richards, qui est une chercheuse qui étudie la désinformation sur TikTok, et quand je dis sur TikTok, sachez que le fruit de ses recherches est effectivement sur TikTok sous format vidéo, pour de vrai, a déjà dit à propos de TikTok que nous parlons d'une plateforme qui façonne la façon dont toute une génération apprend à percevoir le monde. Si c'est effectivement le cas, nous avons 2 façons de voir les choses désormais. 1. TikTok, c'est moche, il faut combattre ce phénomène et interdire cela à nos jeunes. 2. Quels sont les leviers à notre disposition pour fournir une information non biaisée à nos jeunes? Car il y a aussi du bon sur TikTok, à l'image des vidéos virales avec le hashtag BookTok, qui compte 78 milliards de vues, dans lesquelles des personnes parlent avec passion de leurs livres préférés, ayant réussi à faire en sorte que 2021 fut l'une des meilleures années de vente de l'industrie de l'édition. De l'extérieur, regarder quelqu'un utiliser TikTok ressemble surtout à un glissement insensé pour quelqu'un né au siècle passé. Parce que pour les générations Z et les milléniaux, c'est tout le contraire. Ils considèrent le métier d'influenceur des médias sociaux comme un cheminement de carrière populaire. L'attrait pour ce genre de métier auprès des 13-38 ans semble être évident selon un rapport de Morning Consult. Mais voilà, la propriété de TikTok se trouve en Chine, ce qui en fait l'un des plus grands parias de Washington. L'ancien président Donald Trump avait tenté de le démanteler. J'en avais parlé abondamment dans mes chroniques. Depuis, les principales branches du gouvernement américain et de l'armée l'ont interdit sur les téléphones émis par le gouvernement et les membres du Congrès continuent d'insister sur le fait que TikTok pourrait bien être un cheval de Troie au service d'une machine secrète de propagande et de surveillance chinoise. Ce qui, entre vous et moi, ne serait pas une surprise en regard au modèle agressif de contrôle d'Internet de la Chine, un pays habile à utiliser le web pour diffuser de la propagande, surveiller le public, gagner en influence, écraser la dissidence et qui pourrait, par conséquent, déformer ce qui apparaît dans le fil continu de vidéos, même si Biden, la maison mère, nie ce genre d'affirmation et travaille fort pour apaiser les doutes et se faire des amis dans un Washington hostile en engageant, notamment, des spécialistes basés aux États-Unis et en promettant la transparence tout en canalisant les données des utilisateurs américains vers des serveurs aux États-Unis. Maintenant, penchons-nous un instant sur l'évolution que Biden donne à TikTok, qui risque d'avoir des répercussions au-delà de nos adolescents.
Alors que la confiance des Américains dans les organes de presse a chuté, le rôle de TikTok en tant que source d'information a augmenté pour en faire le moteur de recherche numéro 1 devant Google chez nos jeunes. Après avoir accaparé le marché du divertissement, TikTok a donc commencé à proposer son modèle de suivi comportemental et de suggestion algorithmique aux annonceurs, leur promettant un moyen de savoir quelles publicités les gens trouvent les plus convaincantes sans avoir à leur demander, allant jusqu'à dire aux annonceurs que ce qu'ils appellent les cycles continus d'engagement rendent TikTok plus mémorable, émotionnel et immersif que la télévision. Pour preuve, le caractère contagieux de l'application est si largement accepté qu'il en est devenu une blague intérieure. Les vidéos avec le hashtag TikTok Addict comptent près de 600 millions de vues. Aux États-Unis, le coût pour les annonceurs de l'immobilier premium de TikTok, la première pause publicitaire qu'un téléspectateur voit dans son flux, connu sous le nom de Top View, a bondi à 3 millions de dollars par jour. TikTok est devenu une force qui façonne le monde à part entière et semble déterminée à assumer un plus large éventail de vie numérique. Trouver du travail fait partie de cet éventail. Vendre des billets de concert également. Faire des visites d'appartements et même faire des achats de produits à partir des flux en direct. Une vie numérique transactionnelle qui va fournir encore et encore un peu plus de jeux de données bien utiles à la croissance économique d'un pays. TikTok, TikTok, disait l'horloge, l'application la plus populaire au monde, a ouvert une nouvelle ère de l'attention instantanée et a mangé Internet, comme le titrait le Washington Post. En 5 ans, cette application, alors de simples vidéos de danse, est devenue l'un des mastodontes les plus importants, mais aussi le plus discuté, attirant le plus de méfiance, techniquement parmi les plus sophistiqués et géopolitiquement assurément le plus compliqué, intensifiant le conflit entre les plus grandes superpuissances du monde. TikTok, TikTok, disait l'horloge. Il est grand temps, désormais, de se positionner. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain qui, comme à l'habitude maintenant, est quelque part sur cette planète. Et cette semaine, on le retrouve à Lisbonne. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno, ben oui, effectivement, je suis à Lisbonne au Web Summit. Et puis, ça a l'air de quoi ce Web Summit? Tu sens Montréal comme étant un village quand tu vas dans des événements de cette grosseur titanesque-là. Toi, tu connais ça, t'es un globe-trotteur des événements imposants comme le CES de Las Vegas. Ça doit être à peu près la même chose. C'est 73 000 personnes qui sont présentes, puis ça se termine vendredi de cette semaine. C'est un énorme événement technologique, très orienté sur software, évidemment, donc il n'y a pas d'hardware sur place. C'est très intéressant. Il y a des tendances sur les ressources humaines, les logiciels de ressources humaines. Il y a une ligne complète sur le design que je trouve très intéressante parce qu'évidemment, ça touche à mon domaine. Et juste avant de quitter, j'ai vu une conférence du fondateur de Wikipédia qui était là, donc c'était super intéressant. Mais voilà, c'est essoufflant. Une journée complète là-bas à des conférences de 15 minutes. Il y a 20 conférenciers à toutes les 15 minutes, sur toutes les tracks différentes sur les 5 bâtiments. C'est imposant. Très imposant. Il faut avoir programmé ce qu'on veut voir à l'avance parce que sinon, on tourne en rond partout, on fait rien. Bon courage. Mais écoute, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que lors de ton passage au festival KIC à Namur, en Belgique, un autre endroit où tu es passé récemment, tu as rencontré quelqu'un qui s'intéresse à l'art numérique. Oui, ben plus que s'intéresser, en fait, lui et sa compagne en font. Il était au KIC parce que c'est un festival sur l'art numérique principalement. À Namur, ils ont plein de points à l'intérieur de la ville. C'est une belle vieille ville moyenâgeuse. Elle est par ailleurs juxtaposée avec la ville de Québec de par sa citadelle qui est très similaire. Quand on est en bas de la citadelle, on se croirait dans le Vieux-Québec. Là, c'est vraiment très similaire. Et donc, c'est une ville moyenâgeuse et on retrouve des points d'art. Et il y avait cet artiste que j'ai interviewé cette semaine, Vincent Morissette, qui est fondateur de la compagnie ou de la boîte de production, si on veut, qui s'appelle À Toi. Ça s'écrit A-A-T-O-A-A, À Toi. Et il a fait une très, très belle conférence sur place. Il y a des arts, il y a des morceaux, des pièces qu'il a faites au niveau numérique qui étaient exposées à la ville, que j'ai pris la peine d'aller voir. C'est très intéressant. Et il m'a donné de son temps pour cette entrevue que vous allez entendre là. Et toi qui es toujours porté sur l'humain dans l'environnement numérique, tu as trouvé ton compte? Absolument, tout à fait. Vincent est vraiment un artiste multidisciplinaire qui sait utiliser la technologie pour rejoindre l'humain, l'intriguer,
une de ses productions a été faite en collaboration avec l'ONF où j'ai eu la chance de travailler. Donc, c'est un petit coup de cœur pour moi de l'avoir interviewé pour ça. Donc, c'est intéressant parce que pour moi, ça vient rejoindre les humains. Hein. L'art numérique, si je suis passé à cette conférence, c'était principalement pour ça. Ça dévie un petit peu de ma business principale, mon travail principal qui est le UX, les méthodologies, puis les choses qu'on a entendues à date. Mais ça, ces expositions, Vincent, sont venues me chercher. C'est très, très beau ce qu'il fait. Ah, ben écoute, ça vient chercher le créatif en toi. Hein. Jean-François, je te souhaite un excellent séjour à Lisbonne et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres rencontres de Jean-François Poulain de Par le Monde. Merci beaucoup, Bruno. Je continue mon séjour la semaine prochaine. Je serai à Nantes. Salut. Bye. Donc, tu es au Festival Kick à Namur. Qu'est-ce que tu fais de bon ici cette année? Je suis invité, je suis conférencier, je vais donner une présentation demain après-midi. Ça fait 5 ans en fait qu'on fait du ping-pong, le festival et moi, pour faire quelque chose ensemble. Puis cette année c'est extraordinaire, ça fonctionne, ça fit avec mon horaire. Et il y a une belle délégation aussi de compagnies créatives québécoises. Il y a aussi Daniel Irrégui du Studio Irrégular qui va aussi donner une présentation et toute une cohorte là, de créateurs et créatrices du Québec. Fait que c'est comme c'est comme une belle synchronicité. Puis avant pré-entrevue, on a parlé d'un projet au niveau éducatif là, dont tu voulais me parler aussi, que tu as fait au Québec, non? Je l'ai coupé, c'est pas grave. En fait, vu qu'il n'est pas vraiment sorti, c'est comme, c'est pas, en fait, c'est pas le projet sur lequel Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous présentes? Je présente les projets des dernières années. On a quand même été assez prolifique. C'est une rétrospective de ce que tu as fait, là. Ouais, des dernières années, pendant la pandémie, on a fait on a eu comme comment je peux dire, on a été chanceux dans cette malchance collective-là. On a fait une résidence d'artistes d'1 an avec le Studio Phi, où on a créé une sorte d'instrument, sculpture, film interactif qui s'appelle Composition. Une collaboration entre notre studio à toi et V-Looper, qui est le beatmaker de À la Claire Ensemble, Ken Lo. Et finalement, tu te retrouves autour d'une table avec des cubes en bois, avec des petits visages, puis tu les déplaces, tu les empiles, puis tu crées de la musique ensemble, mais ça sonne toujours bien. C'est vraiment c'est comme si c'est un peu une sorte d'évolution de ce que pourrait être la réalité mixte dans un contexte où il y aurait plus de gadgets sur nos yeux. Là, t'es vraiment en train de transformer une couche de réalité là, de façon très tangible, ludique. Fait que c'est un système de captation, de vidéo mapping, mais on oublie rapidement tout le côté technologique, puis on est juste en train d'explorer puis se perdre un peu dans cette espèce de nouveau rituel autour de la musique. Là. Puis est-ce que tu crois, parce que je sais pas si c'était dans la conférence ici à la Bourse juste avant, ce qui parlait de l'AR, j'ai l'impression que les technologues sont pas encore au point sur ce qu'ils peuvent faire avec la technologie AR, VR, ils appelaient ça MR aussi. Tu crois pas que ça va passer par l'art, justement, de trouver des avenues qui sont intéressantes? Ben oui. D'une part, il y a les limitations par rapport aux équipements actuels qui ont leurs propres limites. Fait que moi, mon approche par rapport à ça, c'est de partir de cette prémisse-là, de cette promesse-là, mais de l'approcher d'une façon un peu oblique et pas nécessairement avec les outils ou les plateformes commerciales. Un autre projet dont je vais parler demain, c'est un projet qu'on a fait avec l'Office national du film qui s'appelle Moto, qui est une sorte de chasse au trésor collective où tu t'es invité à redécouvrir ton environnement, que ce soit ta maison, te balader dehors, et tu suis l'histoire d'un fantôme qui s'appelle Moto. Et t'es invité à prendre de capturer des fragments de ta propre vie et c'est comme digérer dans l'œuvre et tu te retrouves c'est comme un film, si on veut un film / livre, c'est une collaboration avec le romancier Shawn Michaels, qui avait gagné le Giller Prize il y a quelques années. Et en fait, tu évolues là-dedans puis tu captures des petits fragments et finalement ces petits fragments-là sont juxtaposés avec des fragments de d'autres personnes qui ont fait l'expérience ailleurs dans le monde. Et là, tu t'es invité à faire des petits rituels, de trouver des choses. Et pour moi, c'est une autre façon d'altérer la réalité. Il y a pas de truc en 3D qui flotte dans ton écran, mais c'est vraiment une autre façon de se dire,
je propose une expérience narrative. J'ai un outil technologique dans mes mains, une caméra, un serveur qui distille ça avec de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Et on arrive à, amalgamer tout ça puis créer comme quelque chose de complètement unique, qui est jamais pareil, où l'interactivité est plus éditoriale. Dans le fond, c'est ça qu'on demande. On dit, c'est juste, faut que tu trouves quelque chose qui te fait penser à ça, ou trouve quelque chose qui est doux. Fait que là, comme ici, je dis, ton petit étui de téléphone, puis là, je peux filmer ça. Puis, fait que ça fait juste comme transformer la perception des gens de leur environnement. Puis c'est un peu ça la promesse de la réalité augmentée. Justement, on ne sait pas exactement c'est quoi la promesse de la réalité augmentée, mais je pense que ça passe à travers des expérimentations comme vous faites, qui permet justement de la pousser, cette conception-là. Je pense pas qu'on puisse la laisser juste à des programmeurs. Il faut que ce soit un travail d'équipe en conceptualisation, puis c'est ce que vous faites finalement. Là. Puis aussi de partir du vocabulaire et de la grammaire, et pas nécessairement juste d'un produit développé par un méta ou un... C'est ça, exact. De dire, il y a d'autres façons aussi de l'approcher avec du code, etc., etc. Puis il y a quelque chose aussi de non puriste dans l'approche artistique. On fait du bricolage dans une certaine limite avec la technologie, et c'est bien parce que des fois, comme tu dis, Meta vont arriver avec une approche qui est très mécanique, puis il faut que ça soit ça, puis les petits bonhommes ont l'air de flotter dans les airs, tandis que toi, tu viens chercher quelque chose de plus sensoriel. Là, c'est intéressant. Ouais. Et aussi, comme on court-circuite certaines limites que ces plateformes ont. Il n'y a pas d'occlusion, fait que finalement, tu peux pas mettre des choses derrière un meuble, etc., etc. Fait que tu dis, je vais aller dans le sens je vais aller dans le sens du poil, puis je vais, c'est ça, comme... C'est ce que j'ai mal exprimé en disant bricolage, mais dans le bon sens, parce que c'est un petit peu en hackant la réalité de ce que eux ont comme technologie, qu'on arrive à faire des choses qui sont vraiment intéressantes et qui vont peut-être revenir mainstream par la suite. Tout à fait. On emprunte au vernaculaire du web et des plateformes d'aujourd'hui, mais dans un autre contexte. Je veux dire, les stories, d'aujourd'hui, on mélange du texte, de la vidéo, etc. On swipe dans un format vertical, mais ce que nous, on amène dans Moto, c'est une sorte de slow web, où c'est comme une expérience qui dure 1h30 en tout. C'est en 5 chapitres de 20 minutes, que tu peux faire un peu comme un livre, t'arrêtes, tu recommences, mais on n'est pas dans ce rapport-là autant, normalement, puis on consomme des choses qui sont un peu comme du zapping. Là, t'as un flux, d'une expérience, un arc narratif et émotif. Mais c'est ça qu'ils voudraient aussi, les méta et autres veulent que les gens passent beaucoup de temps. Donc, quelque part, ces expérimentations-là vont les nourrir probablement dans le temps aussi. C'est ça. Mais les limites, par exemple, c'est que les gens ont été conditionnés à ça. Fait que c'est quand même une grosse demande à faire. Ce qu'on s'est rendu compte avec un projet comme Moto, c'est que c'est beaucoup demandé. Les gens ont tellement été formatés dans leur façon de consommer du contenu sur le téléphone que c'est difficile de déconstruire ça, mais quand ils le font puis s'abandonnent, là, c'est comme oh my god, c'est fou parce que c'est des constructions qui sont nouvelles. Tu parlais tout à l'heure du vertical. C'est nouveau dans le sens où depuis 10 ans, on a ça à cause des cellulaires, mais avant, on pensait horizontal. Ouais. Avant, c'était même, je me souviens au début, c'était comme un peu honteux, là, c'était vraiment un mononcle qui filmait une vidéo verticale. C'était un don't. Oui. Et, en quelques années, c'est devenu comme la norme. Même on le voit dans des musées, dans l'art contemporain, tout ça. Il y a eu comme une espèce de changement de paradigme esthétique, de dire comme, c'est correct, c'est plus une erreur de mon oncle de filmer verticalement, c'est un format, une autre façon de filmer, puis on s'est comme un peu affranchi, de l'horizontalisme du 16-9 cinématographique. Ce qui a pu être dur d'ailleurs pour des gens qui étaient habitués à le faire et où la qualité ressort beaucoup plus dans du 16-9 parce qu'on peut le regarder sur des plus grands écrans. Il n'y a pas encore d'écrans verticaux comme tel, plus grands qu'un cellulaire. Mais moi-même, je me suis entendu dire à des clients à un moment donné, c'est le temps de faire du vertical, alors que l'horizontal était bien implanté depuis si longtemps. Un autre exemple, on présente un projet de Caroline Robert, ma complice du studio, un autre projet avec l'Office national du film qui est un massage pour cerveau qu'on peut faire sur son téléphone avec d'autres personnes en réseau. Et on le présente ici dans l'exposition. Il y a des salles autour. Il y a des salles et le projet est présenté sur un gros écran, mais qu'on a tourné en format vertical. Fait qu'on a
adapté en installation, ben le format original du téléphone, parce que il fonctionne aussi en horizontal, mais il y a quelque chose de plus satisfaisant dans ce projet-là, étant donné qu'il avait été réfléchi, designé pour l'ergonomie du doigt ou du pouce, là, pour donner le massage de cerveau. Hein. C'est une nouvelle réalité, c'est la verticalité. Ouais, si on veut, il y a une conférence à faire quasiment juste là-dessus. Ouais. Là. Je l'ai jamais entendu d'ailleurs, mais il y a vraiment quelque chose, il y a une norme qui a changé dans les dernières années. Tout à fait. Ouais. Puis donc, tous ces projets-là, tu les présentes ici au KIC, puis après ça, retour au Québec à de nouveaux projets. Oui, exactement. Puis ça fait toujours du bien de faire un bain de créativité, de rencontres. Ouais. Puis c'est ça, Namur et Bruxelles, c'est des villes bilingues. Il y a quand même quelque chose, je trouve, qui résonne avec notre réalité montréalaise. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Ouais, il y a une petite polarisation un peu plus grande encore ici. Je trouve qu'on a peut-être un peu dépassé au Québec, quoique peut-être que non plus. Vincent, merci beaucoup pour cette entrevue. Plaisir. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Luc Dupont, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir participé à cette édition. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.